Bonjour. Ah oui, ça marche vraiment en fait. Ouais, je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que je sens que c'est la fin de la soirée et qu'on a faim et tout ça, donc on va... Voilà. Puis ça m'évitera de tenir pile poil 20 minutes et tout, ça sera mieux. Donc ouais, sérieusement, c'est quoi un DevOps? Ça c'est la question qu'on me pose tout le temps, mais vraiment tout le temps. Ça me dérange pas trop quand c'est ma mère qui me pose sa question, parce que ça, elle me la pose tous les mois, ça fait 10 ans que je fais du dev et elle continuera, je pense. Là où ça me dérange un peu plus, c'est des copains qui sont développeurs, qui sont admin 6 et qui me demandent encore pourquoi je suis DevOps, qu'est-ce que je fais dans la vie. Enfin, ça m'intrigue un peu. Le pire, c'est que dans ces développeurs et ces admin 6, des fois, il y a des anciens collègues, donc j'ai bossé avec eux et ils me posent quand même la question, c'est encore pire. Donc moi, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que vraiment, cette situation de... en fait, personne ne sait vraiment ce que c'est qu'un DevOps. Ça m'impacte réellement dans ma vie. Je suis indépendant, donc j'ai des clients. Et le premier effet qui se coule d'être un DevOps, c'est la terre entière veut nous offrir un boulot. Donc ça, c'est plutôt sympa. Même les vendeurs de chaussures de Radrom m'appellent, on a besoin d'un DevOps. Par contre, le deuxième effet qui se coule, c'est qu'ils n'ont pas forcément du travail pour moi. Donc ils sont très contents d'embaucher un DevOps, mais comme on ne sait pas ce que c'est, la mission n'est pas vraiment définie. Ça m'arrive régulièrement de tomber dans des missions où pendant une semaine je fais rien, donc la deuxième semaine je commence à râler parce que je fais rien. La troisième semaine je pose un ultimatum, genre trouvez-moi du boulot, je m'ennuie. Et la quatrième semaine c'est le préavis. Donc j'ai perdu du temps, le client a perdu de l'argent et personne n'est content. Donc pour passer sur le sujet, déjà ça vient d'où en fait? C'est le terme DevOps. Va falloir être Einstein pour comprendre que c'est développeur et Ops qui s'est contracté en un seul mot. Mais pour expliquer ça plus en détail, je vais vous parler de ma première expérience en tant que dev. À l'époque, j'étais chez Easter Egg, c'est une petite boîte qui fait du service en logiciel libre. C'est pas ultra connu, mais ils sont super sympas. Et à l'époque, l'organisation, ça ressemblait un peu à ça. On avait les développeurs d'un côté de la cour, dans une salle, à eux. Et on avait les admin 6 de l'autre côté de la cour, qui étaient dans leur salle à eux. On s'aimait bien, humainement, ça se passait tranquillement. On mangeait ensemble, et il y avait une espèce de règle tacite qui disait on parle jamais de travail au déjeuner. J'étais stagiaire à l'époque, donc je me suis dit genre c'est pas grave, j'obéis, je fais comme tout le monde. Puis un jour j'ai posé une question et c'est parti en vrille, genre complètement en 3 minutes le point Godwin et tout, c'était l'enfer. Du coup j'ai commencé à me poser la question genre pourquoi on se déteste autant en fait? Les clients c'est les mêmes pour tous les deux en fait, on travaille pour la même chose, pour la même personne, le même projet, mais on peut pas se voir. Et ça, j'avais du mal à le comprendre. Plus tard, j'ai rencontré un mec qui m'a dit genre un DevOps, c'est simple, c'est le mec que tout le monde aime bien, qui entre les devs et les ops. Moi, je me suis imaginé un truc comme ça. Donc, concrètement, dans ma tête, le mec il bossait dans la cour, et pour les jours de plus, c'était pas cool. Et surtout, à l'époque, j'avais vraiment rien compris à ce que le mec faisait. Genre, c'est quoi son rôle, quoi. Mais surtout, ce qui m'a fait réfléchir, c'est de me poser la question pourquoi on ne s'aime pas en fait? Pourquoi les développeurs et les admin 6 ne peuvent pas travailler ensemble? Qu'est-ce qui fait que vraiment ça ne marche pas? Et avec le temps, j'ai compris que en fait, c'est une question d'intérêt. Les développeurs, dans leur salle, de leur côté, leur intérêt à eux, c'est de développer des features, parce que le client l'a demandé, parce que le client il a payé pour une feature. Par contre, ce client il a payé, c'est un nombre de jours pour avoir une feature. Donc le développeur il a tout intérêt à rusher sa feature, à la sortir vite et à donner ça aux admin 6 pour qu'ils aillent mettre ça en prod. Et de l'autre côté, on a des admin 6, eux, ils ont vendu un SLA. Alors SLA c'est Service Level Agreement, en gros il faut que ce soit stable, il faut que ce soit up, il faut que le client il ait un service qui soit à la hauteur de ce qu'il a payé. Donc concrètement, quand l'admin 6 reçoit un paquet des devs, c'est des bugs en plus, c'est du downtime quand il fait la mise à jour. C'est une doc mal écrite parce qu'elle aurait dû évoluer et en fait elle n'a pas évolué. Donc l'admin 6 il n'est pas forcément super joyeux à l'idée de développer une nouvelle version. Alors sur ce modèle où il y a les développeurs d'un côté et les admin 6 de l'autre, on a mis en place tout un tas de méthodes. Il y a des environnements de recettes pour essayer de faire un genre de bac à sable.
où forcément ça plante, on retourne voir les devs, genre hey mec t'as fait de la merde. Ça, je pense que tout le monde l'a déjà vécu et c'est super pénible. Donc après, donc, j'ai fini par quitter Easter Eggs, j'ai eu pas mal d'autres expériences dans d'autres équipes. Ce schéma-là, je l'ai recroisé hyper souvent. J'en parle chez Easter Eggs parce que c'était vraiment schématisé, on était salles séparées, la cour au milieu, on se parlait vraiment pas. Mais ça, je l'ai recroisé vraiment à plein d'endroits. Et donc, si je réfléchis un peu plus loin à comment on pourrait faire pour travailler ensemble, j'en suis venu à me dire que, en final, c'est pas embaucher une nouvelle personne qu'il va nous falloir, mais c'est plutôt développer des outils et une nouvelle culture qui vont nous permettre de travailler ensemble. C'est-à-dire que si je dois vous faire une définition de qu'est-ce que c'est qu'un DevOps aujourd'hui, en fait, c'est pas vraiment un rôle. C'est pas quelqu'un qu'on va embaucher et qui va faire un travail de DevOps. C'est plutôt une culture qui va devoir être adoptée par l'entreprise. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver un moyen pour que les intérêts du développeur et les intérêts de l'admin 6 deviennent les mêmes. Et en gros, ces intérêts, ça va très rapidement devenir les intérêts du client. Le client, il n'a pas payé un SLA plus des nombres de jours, il a payé une feature et il veut un service qui va sans doute réduire l'un des problèmes que le client peut avoir. Et tous les clients ont des problèmes, sinon ils ne payeraient pas. Je crois. Et donc pour ça, dans cette culture DevOps qu'on va essayer de mettre en place, le but ultime, ça va être de mettre en place ces histoires de continuous integration, continuous deployment. Ça c'est quelque chose qui arrive extrêmement souvent. Moi je sais que par exemple, dans ce qui est CV, LinkedIn, j'essaie d'éviter de marquer que je suis DevOps. Malgré tout, dès que je marque continuous integration, tout le monde m'appelle genre « Hey mec, on veut un DevOps ». Ça, c'est vraiment intrinsèque à cette culture un peu nouvelle et cette organisation qui va permettre aux devs et aux admins de vraiment bosser ensemble et d'arriver à trouver un terrain d'entente. Du coup, sur cette organisation, je vais creuser un peu plus loin. C'est vraiment une sorte de pipeline en fait. Le client qui nous demande une feature, on va avoir ici ce côté idée, ce côté définition d'un besoin, puis ensuite on va passer les étapes les unes après les autres. Et sur ce pipeline, là où il va y avoir un gros travail à faire, ça va être d'automatiser le passage entre ces différentes étapes. Donc si je prends par exemple la toute première étape du schéma, la partie code, idéalement on se dit que c'est forcément la partie développeur, ben en fait pas forcément. C'est-à-dire que dès cette partie de code, dès cette partie où on a défini le besoin et on va devoir commencer à faire une feature, il va falloir intégrer les admin 6. C'est quelque chose qui n'est pas du tout naturel quand on a des services qui sont séparés pour faire les deux. Il va vraiment falloir les intégrer dans cette tâche parce que c'est grâce aux admin 6 qu'on va pouvoir définir la documentation à écrire en plus, genre les nouveaux paramètres à intégrer à votre programme. C'est avec les admin 6 qu'on va voir est-ce que la sécurité elle est correctement implémentée, est-ce qu'on va avoir besoin d'un nouveau nom de domaine. Ça, c'est les erreurs classiques qu'on oublie de leur dire et qui, au moment de la mise en prod, on se retrouve dessus et que ça génère encore des frictions. Sur le passage de l'étape suivante, sur les tests, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un que vous allez embaucher et qui va être estampillé DevOps qui va pouvoir vous écrire les tests. Les tests, c'est les développeurs qui vont pouvoir les écrire parce que c'est eux qui connaissent l'application, c'est eux qui vont être capables de savoir où est-ce qu'il faut les écrire et comment les écrire. C'est aussi votre équipe d'admin qui connaît votre application, qui va être capable de vous mettre un environnement pour les faire tourner sur une machine qui est neutre et sur un environnement de référence qui sera identique à la prod. Parce que ça aussi, c'est un problème récurrent, le développeur, oui, ça marche chez moi. C'est revenu dans le clash sur le déjeuner. Et là où on a des étapes qui sont nouvelles, c'est que quand on commence à adopter correctement cette culture de DevOps, on a un process qui commence à prendre forme parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, malgré tout, il y a beaucoup de travail pour automatiser tous ces passages. C'est qu'une fois que les tests peuvent tourner sur un environnement de référence, un environnement qui permet du coup d'être sûr que ça fonctionnera aussi en prod, bah, c'est que cet environnement, on peut le copier et en créer des environnements de QA. Donc, alors, QA, c'est Quality Assurance en anglais. C'est simplement un environnement qui va nous permettre de déployer une version du logiciel et un profil non technique va le tester et va pouvoir dire ah ouais ça c'est bon, je veux bien l'intégrer, je veux bien le livrer au client. Ça c'est tout ce qu'on est en train de mettre en place, je sais là dans ma mission actuelle par exemple.
C'est une étape très importante. C'est quelque chose d'assez utile, je trouve, et d'assez gratifiant quand on en arrive à cette étape où les devs vont apporter une expertise, vont porter leur feature, les admins sauront participer, et dès que la feature est prête, on l'a directement en QA. On n'a pas besoin d'attendre la fin du sprint, la livraison d'une version ou quoi que ce soit. Tout est automatisé. Et la dernière étape, alors là je pense que vous allez être déçus, moi j'y suis jamais arrivé. Concrètement, j'ai jamais vu aucune boîte le faire. Alors peut-être c'est pas bossé dans les bonnes boîtes, ou peut-être j'ai pas bien fait mon boulot. Mais l'idée c'est que j'ai réussi à aller jusqu'à l'étape d'avant, à savoir sur ce schéma ici, c'est l'intégration, donc c'est-à-dire le développeur fait une tâche, il a sa branche, ça se déploie automatiquement sur QA, on valide, ça se met sur master, ça se redéploie sur QA, on peut retester, c'est magnifique. Par contre, le déploiement a toujours été manuel, notamment parce que la dernière boîte où je suis arrivé à cette étape-là, elle a coulé à ce moment-là. C'est pas de ma faute, promis. Mais en attendant, si vous arrivez à mettre en place tous ces passages, alors là, vous pourrez dire que votre entreprise a adopté cette culture DevOps. Et du coup, je pourrais conclure avec le fait que cette culture, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de grandir votre équipe, qu'elle soit développeuse ou admin 6. L'idée, c'est de pouvoir créer plus de features plus rapidement, les livrer plus vite. Et ce que j'aimerais faire passer comme message aussi en expliquant un peu qu'est-ce que c'est qu'un DevOps, c'est aussi qu'en fait ce terme s'apparente beaucoup au terme Ajax. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de Ajax, il y a environ 10 ans. Alors, moi je sais qu'il y a 10 ans j'étais stagiaire en fait et j'entendais partout parler d'Ajax, je voulais trop le mettre dans mon CV. Donc j'ai demandé à tous les devs autour de moi c'est quoi Ajax à la fin. Et finalement on a fini par me dire c'est juste des requêtes XHR qui permettent de ne pas reloader la page. Donc j'étais super déçu, ça faisait 6 mois que j'en faisais, j'étais pas au courant. Bah, le DevOps, c'est un peu pareil. J'ai commencé à faire ça chez Easter Eggs juste avant de partir. J'ai continué à essayer de pousser ces idées de continuous integration, de faire des tests, de mettre en place des process qui permettaient de travailler ensemble, de travailler mieux. Et en fait, un jour, on m'a dit que j'étais DevOps et je me suis dit, bon, bah, c'est cool, super, j'ai fait. Mais c'est aussi pour vous dire que c'est pas un truc de gourou. Vous n'avez pas besoin d'embaucher quelqu'un d'externe pour mettre tout ça en place. Bon, après, je ne suis pas forcément le mieux placé pour dire ça parce que je suis presta et je fais du DevOps, donc contradiction. Mais moi, en fait, je me vends surtout comme support et coaching pour justement des équipes de développement qui ont du mal à s'y mettre, qui ont du mal à trouver comment on attaque le principe d'usine logicielle, comment on met en place toutes ces choses. Parce que c'est très dur de passer du modèle où on a une équipe de dev qui ne parle pas aux admin 6 à un modèle où on travaille tous ensemble. Et ce passage-là, lui, par contre, est très difficile. Et c'est pour ça que des profils estampillés DevOps qui vraiment essayent de travailler sur cette culture peuvent vous aider dans les entreprises où vous êtes. J'étais un peu plus vite que la normale pour essayer de manger plus vite. Parce que j'ai grave la dalle aussi. Par contre, merci de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions, bah, je suis là. Alors, oui, quand ça c'est fini. Alors, moi j'aimerais bien déjà le voir un jour fini. Clairement, enfin, si je l'ai vu une fois, c'était sur OpenStack, c'est un logiciel libre. Eux, ils ont une série qui est magnifique, qui marche de bout en bout, c'est génial. Là, concrètement, il n'y a plus besoin de moi. Et en fait, je suis content. C'est-à-dire que mon rôle, vraiment, je le considère comme ça, c'est d'aider une équipe à mettre en place les premières briques et être autonome pour mettre la suite en place sans moi. Dans l'idéal, en fait, c'est que si je bosse 3 mois avec une équipe pour mettre des tests et un environnement d'intégration, je considère qu'ils travaillent suffisamment bien ensemble pour gérer eux-mêmes l'environnement de déploiement. Et donc là, je suis très heureux de quitter la mission en disant bah, je ne sers plus à rien. Et ça m'arrange. La partie administration, entre guillemets, je caricature un peu, administration système au développeur, je pense notamment à Docker, avec la mise en place de Docker en France, ce genre de choses. Par exemple, ils ont une
Alors ça c'est une très bonne question, c'est comment... Ouais, j'allais le faire, bien vu. Ouais, c'est comment on laisse le pouvoir de la mise en prod et du coup de qu'est-ce qu'on va mettre en production aux développeurs. Il y a des aspects que les développeurs n'ont pas forcément gérés. Et ça c'est quelque chose sur lequel je n'ai peut-être pas assez insisté parce que je suis plus développeur, donc je connais plus cette partie-là. Mais les admin 6 n'ont pas été remplacés par cette culture DevOps. C'est-à-dire qu'ils sont toujours là, ils sont toujours utiles, et ils ont toujours tout un tas d'expertise que nous, on n'a pas forcément. C'est eux qui vont mettre en place, par exemple, des firewalls, c'est eux qui vont mettre en place une isolation pour être sûr que les conteneurs n'exposent pas tous leurs ports. Je sais que j'ai eu récemment le cas où il y a une équipe de développement qui a dit aux admin 6 d'enlever le firewall. Bon, ça s'est mal terminé. C'était des adresses online, donc bon, bref. Enfin, les admin 6 sont toujours utiles en fait. C'est vraiment, on travaille en pair avec les développeurs. Il faut vraiment favoriser les échanges, il faut vraiment échanger il faut vraiment bénéficier de l'expérience des deux en fait. C'est ça le plus important. En fait, est-ce que Ouais, il y a quand même du mieux. La question c'est est-ce qu'il y a du mieux au fur et à mesure des missions dans ce que je crois. En fait, c'est ce que je disais sur le Ajax. En fait. Il y a du mieux, mais les gens ne le savent pas. Ils ne savent pas qu'ils ont adopté des préceptes de cette culture. En fait, c'est un peu des éléments. Dire que les tests, tous les développeurs que je crois sont maintenant convaincus que ça marche et que c'est utile. Il y a 5-6 ans, quand j'en parlais, il y en a qui me disaient non, on perd notre temps, on va faire des tests. Donc, ouais, il y a du mieux. Ça prend du temps en fait. C'est juste que quand on accompagne une équipe, souvent, le discours client que j'ai en face de moi, c'est notre entreprise elle a 10 ans. Du coup, on a fait les choses comme on les fait il y a 10 ans, et on n'a pas évolué depuis. Et c'est vraiment ce contexte d'accompagnement au changement. Mais les entreprises qui sont créées pendant cette année, elles ont déjà cette culture. Et je pense vraiment que je leur servira à rien parce qu'ils ont déjà compris en fait ce que je viens d'expliquer. Et là, dans ce cas, je pense qu'il y a du mieux. Par contre, effectivement, il y a toutes ces entreprises qui sont un peu plus âgées qui, elles, doivent faire cette transition. Pas d'autres questions? Merci. Pour que les deux équipes, les devs et les admin 6 se parlent ensemble, il faut que vous aillez l'un vers l'autre qui parlent le même langage. Et donc, il faut que chaque équipe fasse un pas l'un vers l'autre, genre que les développeurs se mettent un peu à avoir conscience d'une charge serveur et que les admin 6 comprennent que c'est pas seulement un Dart ou un Node.js, un énième Node.js. Et est-ce que toi tu te rends compte de... si j'ai bien... Il n'y a pas trop de restreintes. Est-ce qu'ils vont faire ça? Si j'ai bien compris la question, c'est on a un environnement où les devs et les admin 6 se parlent pas trop, et comment est-ce qu'on gère, comment on fait pour justement qu'ils commencent à se parler? C'est bien ça la question? C'est ça, mais ce qu'il y a, c'est qu'aussi on a déjà beaucoup des stacks relativement peu importe laquelle on a déjà pas mal de choses sur la stack. Et là, rajoutons Docker ou que sais-je, d'autres choses. Est-ce que les personnes que tu vois sont pas... Si, complètement. C'est complètement le cas. En fait, faut comprendre que quand on essaye de faire un changement dans une entreprise qui a quand même plusieurs années, les gens qui travaillent dans cette entreprise, ils ont quand même un ressenti par rapport à ce qui se passe dans l'entreprise. C'est-à-dire que si on arrive et qu'on dit voilà, on va changer les choses et on va aller vers un nouveau modèle, toutes les personnes dans l'entreprise réagissent différemment. Il y en a qui vont un peu se braquer, qui vont avoir peur pour leur travail, il y en a qui vont être super enthousiastes. C'est un travail qui est surtout humain en fait. Et c'est très difficile à aller accompagner l'entreprise au changement. J'ai le cas en ce moment, la stack technique est très compliquée, donc il faut y aller par étapes.
quand je vais voir les développeurs, j'essaie de leur demander de packager au mieux, d'isoler leur base de données, d'isoler leurs environnements. Mais c'est un travail qui se fait petit à petit. Et le challenge, enfin, plus la boîte est vieille et a des process très ancrés, plus c'est compliqué. Et ça, par contre, il n'y a pas de miracle. Le problème, il est humain, il n'est pas technique. C'est-à-dire qu'il y a des moyens pour réduire la dette technique. On peut y aller par étapes, on peut, avec de la motivation, le faire. Mais humainement, c'est ça qui bloque réellement. C'est vraiment l'humain qui va être un peu réticent au changement, ou parfois trop emballé par le changement. Et il faut jongler avec ça. Il n'y a pas de recette miracle. On prend une dernière question. Je crois qu'il y en avait une là. Une dernière question, et puis par la suite, je pense que vous pouvez poser plein de questions autour de la Peut-être de toutes les missions que tu as eues en tant que DevOps, est-ce que tu as eu un truc récurrent qui arrivait dans la majorité de tes missions, genre le conseil que tu as récupéré quasiment tout le temps, ou genre tu rattaques une mission, il faut encore refaire l'explication de tout le monde. Est-ce que tu as déjà eu ce sentiment-là, et si oui, qu'est-ce que tu as fait? Donc la question c'est, est-ce qu'il y a un truc qui revient à toutes les missions et en fait je crois pas. En fait c'est pour l'instant l'émission. Enfin, il y a le problème que j'ai créé au début où effectivement j'arrive sur des missions où il n'y a pas de boulot pour moi. Ça arrivait régulièrement. Ça arrivait plusieurs fois. Mais en fait, après les autres entreprises, elles sont toutes différentes. J'ai pas de truc. Il y a le côté test qui est vraiment très difficile à ancrer. Ça, c'est l'une des premières choses qu'on fait en fait. En tout cas que je fais quand j'arrive quelque part, c'est est-ce qu'il y a des tests, est-ce qu'il y a des environnements bien isolés. Et ça, c'est la première chose que je fais, c'est souvent la plus compliquée, mais je pense que c'est aussi parce que c'est la première chose que je fais. Donc je sais pas trop si c'est vraiment le problème récurrent, ou si c'est juste... c'est la première chose que je fais. Ouais, ça c'est l'épisode. Merci. Juste un petit mot rapide. Je voulais remercier les 4 intervenants pour la qualité de leur intervention. Remercier Pierrick, parce que apparemment ça fait très longtemps que ça existe Paris.js et c'est un beau modèle. Donc on sera très heureux d'accueillir à nouveau ce type de meet-up. Le Reto Pizza et à la bière. Je voulais juste faire une petite parenthèse. Je vois que le monde informatique suscite des vocations. Et ce soir on a Simon qui a 6 ans. Voilà, et c'est notre plus jeune auditeur. Donc on est très content et très fiers de l'accueillir ici chez nous. Juste pour vous dire, donc, du coup, là on est en petite trêve estivale, on se retrouve fin septembre, c'est hyper loin, mais je peux vous proposer de se retrouver en fait sur le Slack de France.js. On vient un petit peu de leur sortir de la poussière, donc venez, c'est très sympa. Et puis voilà, on se retrouve autour des pizzas. Merci encore.